Déjà, je suis très content de m'adresser à vous et d'avoir cette occasion au crépuscule de ma carrière, puisque j'ai été 20 ans en établissement scolaire et 20 ans à l'université, voilà. 40 ans, ça suffit largement. Tant pis, je perds un peu pour la retraite, mais place aux jeunes. Voilà. Voilà, donc ça c'est ma carrière professionnelle. En même temps, je suis syndiqué au SNEP depuis 1978, ça ne rajeunit pas. Hein. Voilà, donc j'ai quelques convictions, je partage pas mal d'analyses. Pour autant, j'ai essayé, suite à la commande que m'a fait le groupe PEDA là, du SNEP, d'essayer de comprendre un petit peu, de voir moi l'analyse que je faisais de pourquoi finalement le SNEP tenait ses positions au niveau pédagogique. D'abord, pourquoi il en parlait. A priori, de ce qu'on peut voir, c'est pas le rôle d'une organisation syndicale. Évidemment, comment ça marche ce truc. Voilà. Pourquoi un syndicat se préoccuperait de pédagogie? On voit que les luttes syndicales se poursuivent, elles prennent des formes diverses, on peut voir, au fur et à mesure du temps, puisqu'on a des collègues qui sont capables de se déshabiller devant une inspection d'académie pour réclamer des moyens pour l'éducation physique. Mais ce qui fonde le syndicalisme en France, c'est la charte d'Amiens, en 1906, qui en fait assigne deux objectifs aux syndicats et une exigence. Dans les objectifs, c'est la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres à travers la satisfaction de leurs revendications immédiates et quotidiennes. Le deuxième objectif, c'est la lutte pour une transformation d'ensemble de la société, parce que dès lors, et même un petit peu avant, mais ça prend forme, l'idée qui est sous-tendue, c'est que la satisfaction des intérêts matériels et moraux ne peut se produire que dans un changement social. Et l'exigence, c'est que tout cela se passe en toute indépendance des partis politiques et de l'État. Je sais que ce matin, il y a eu des questions concernant le SNEP appelle à voter qui pour les élections présidentielles. De mon point de vue, le SNEP peut donner ses analyses, mais il n'a pas à dire pour qui il faut voter. Chaque collègue, membre du syndicat ou pas d'ailleurs, est libre de faire comme il l'entend. Nous, on essaye de tenir certaines logiques. Pour autant, dans notre domaine, en éducation physique, il y a un ouvrage intéressant, si ça vous intéresse, qui est une histoire syndicale de l'EP, c'est la thèse de Guillaume Vézier, qu'il a fait avec le Centre PS et Société et l'Institut de recherche de la FSU, et qui est un ouvrage intéressant montrant l'ensemble de l'histoire du syndicalisme en EP depuis la fin du XIXe siècle. Et dans la préface d'Arnaud, on a que l'histoire de l'éducation physique, finalement, marque autant l'histoire du syndicalisme en éducation physique que ce dernier, le syndicalisme, marque celle de l'éducation physique. Dans les plusieurs dizaines d'années auxquelles j'ai préparé des étudiants à l'écrit 1 du CAPEPS, je pouvais démontrer à cette époque-là et leur montrer toutes les influences, alors que l'approche historique s'en tient souvent à des faits sans aller voir véritablement ce qui se passe sur le terrain, et on prend des citations d'auteurs ou autres, mais qui ne donnent pas l'éclairage de ce qui se passe réellement. Quand on regarde l'activité autour de la question de la défense de l'éducation physique et des enseignants d'éducation physique, on s'aperçoit au cours de l'histoire qu'il y a un continuum de l'action militante, et ça dès le début des associations, des amicales, hein, qui sont sur deux plans, qui sont un plan corporatif, parce que les enseignants d'EP au début, c'était vraiment, ils étaient moins bien payés que les jardiniers des établissements scolaires, donc leur revendication c'était d'être payés comme les profs de dessin, voilà, la première revendication, et puis surtout de s'affirmer en tant que statut et une existence de cette discipline qui était pourtant obligatoire dans la loi, mais dont on faisait appel à un peu qui voulait le faire, et donc de créer finalement une corporation. Et dès le début, les revendications des enseignants d'EP dans ce cadre se construisent un peu sur le pôle pédagogique, c'est-à-dire que c'est en valorisant l'intérêt et la qualité de l'enseignement qu'ils vont développer qu'ils peuvent assurer leur reconnaissance au sein du système éducatif et ainsi faire valoir les revendications corporatistes. Donc on a un lien étroit, je dirais organique, entre, depuis toujours, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres champs des syndicats enseignants, mais on a un lien organique entre les revendications sur le plan de la discipline, de la qualité des enseignements, voire même y compris
comment on l'enseigne, qu'est-ce qu'on apprend. Il y a tout un tas d'ouvrages sortis des colloques du SNEP qui portent sur ces questions-là. Et donc finalement, on a un peu, dans le paysage syndical aujourd'hui, on est un peu un ovni. Parce que il y a très peu de syndicats qui se préoccupent de ce qui est enseigné dans leur champ. D'ailleurs, il n'y a pas de syndicat disciplinaire. Le SNES qu'on côtoie au sein de la FSU syndique tous les autres enseignants et finalement renvoie à des associations de spécialistes la réflexion sur les contenus enseignés dans chacun des champs disciplinaires. En éducation physique, notre histoire nous a ballotté de ministère en ministère, a fait qu'on s'est retrouvé un peu isolé du temps où on était jeunesse et sport, et finalement a nourri une réflexion finalement que certains targuent de corporatiste, mais au final a permis d'engager avec la profession une réflexion même sur les contenus enseignés et ce qui s'enseigne en éducation physique. Avec, si on peut faire un bilan rapide, on n'est pas satisfait de la situation actuelle et elle se dégrade et on le verra tout à l'heure, mais quand même, on est quand même la seule discipline qui est enseignée de la petite section de maternelle à la classe de terminale. On est présent, ou on a été présent, c'est les dégradations actuelles, dans tous les examens. Tous les concours de la fonction publique, notamment de haut niveau, intègrent des activités physiques dans leurs concours. On a un système de formation qui, bon an, mal an, s'est harmonisé avec les autres, ce qui n'est pas forcément une bonne affaire d'ailleurs, mais il y a de la réflexion et il y a des éléments, il y a une reconnaissance, qu'on le veuille ou non, même si elle est attaquée, de notre enseignement au sein du système éducatif aujourd'hui. On est reconnu sur tout un tas d'aspects, pas forcément sur ceux qu'on souhaiterait d'ailleurs, mais on est reconnu sur tout un tas d'aspects et on voit mal aujourd'hui, enfin si, on voit bien les tentatives, mais ça va être compliqué quand même de nous sortir du système éducatif. Donc toute cette réflexion, toutes ces actions, toute l'action militante engagée depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui apporte un certain nombre de points positifs. Sur l'aspect purement plus pédagogique, on observe une bascule dans l'histoire de notre syndicat, c'est ce qui se passe en 1969. C'est-à-dire, on a, depuis la Seconde Guerre mondiale, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a un syndicalisme en EPS qui est ce que, dans notre jargon de syndicaliste, on appelle réformiste, mais qui tente à être un syndicat de négociation avec l'administration, mais qui ne met pas les collègues en mouvement. Grosso modo, on est sur des rapports de force et il n'y a pas de mouvement spécifique EPS. La majorité de l'époque, à la FEN, ça s'appelait Unité, Indépendance et Démocratie, et cette majorité-là perd les élections en 1969 et les élections installent à la direction du SNEP une tendance de la FEN, puisque la FEN était organisée en tendance, qui s'appelle Unité Action, tendance unitaire, et on observe à ce moment-là une triple rupture. Une rupture syndicale, c'est-à-dire qui s'inscrit finalement contre ce qui se passait pour mettre les collègues en mouvement et rendre compte des mouvements qui se passent dans la société à ce moment-là, puisqu'on a quand même, on sort juste de la guerre d'Algérie, on a le mouvement de mai 68 qui est en place, etc. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui se mettent en place dans la société et qui organisent ou sont à la promotion d'une rupture syndicale. Le SNES change un petit peu avant de majorité, le SNES-UP en 68. Donc on a les syndicats enseignants, grosso modo, qui changent, à part le SNIP et EGC, qui restera très longtemps majoritaire sur la tendance Unité, Indépendance et Démocratie. On observe une rupture politique, parce que les militants qui accèdent à la responsabilité du SNEP sont plus les mêmes, et beaucoup se sont frottés un peu au gaullisme, ont été concernés par la guerre d'Algérie, et le mouvement communiste prend de l'ampleur à ce moment-là, au niveau intellectuel, au niveau des luttes qui se mènent, et finalement on a un changement là-dessus qui finalement, j'en reviens un peu à la charte d'Amiens, insiste, alors que c'était peut-être un oubli, sur le deuxième objectif du syndicalisme, c'est-à-dire la lutte pour une transformation de la société. Et on a une rupture pédagogique, c'est-à-dire que, là c'est une citation de Prévost, mais les observateurs montrent que la convergence qui se passe à ce moment-là entre le changement de majorité au SNEP, qui devient Unité Action, et
le travail qui est mené au niveau de la FSGT, notamment du CPS FSGT, avec Méran, Marcenac, qui sont aussi au SNEP, cette convergence-là va avoir une influence considérable sur la façon dont l'éducation physique va s'enseigner. Alors c'est progressif, il y a un système de réseau qui se met en place de manière assez importante, et notamment, comme on était jeunesse et sport, la formation continue était très peu organisée, et finalement elle s'est organisée sous l'impulsion de Méran notamment, avec cette idée, peut-être que certains l'ont connue, de bassin de formation, avec l'élection de délégués, de responsables de FPC, et en fait une formation continue, quasiment auto-organisée, avec ses avantages démocratiques et ses défauts des fois, qui tournaient un peu en rond, mais qui a permis, objectivement, de diffuser un petit peu l'ensemble des travaux et des réflexions qui étaient menées sur le terrain pédagogique, tant au niveau du secrétariat pédagogique du SNEP, qui était dirigé en 69 par Yvon Adam, puis après par Jacques Rouillet, et puis au niveau du CPS FSGT, avec les stages Maurice Baquet, et tout ce qui pouvait se passer du point de vue de la formation des enseignants à ce moment-là. Donc c'est une date importante de ce point de vue-là, et on voit, enfin, il y a une affiche là que je tire d'une exposition qu'a fait le SNEP sur l'histoire un peu du SNEP et de l'éducation physique, qui montre une orientation, une nouvelle orientation culturelle et sociale. Je m'arrête un petit peu sur cet élément-là parce que ce qui se passe en 69, alors il va y avoir plein de trucs qui vont se passer au niveau des revendications du SNEP sur le plan de l'EPS, mais finalement, tout ce début jusqu'aux années 80, finalement, ce qui va compter dans le discours du SNEP, c'est la démocratisation de l'accès aux APSA, en gros, aux APS. Et en gros, faire en sorte, profiter du mouvement de massification de l'école et faire en sorte qu'il y ait une démocratisation, permettre à tous les jeunes d'accéder aux activités physiques et sportives. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, on débouche en 1996 sur un congrès important à Montargis, où finalement le SNEP construit ce qui souhaite être une sorte de pacte ou de socle avec les enseignants d'EPS autour d'un projet culturel et social, qui engage du point de vue de la discipline, mais qui engage aussi du point de vue du changement de société. Et c'est à partir de ce moment-là, on en parle avant, mais que le terme de l'approche culturelle de l'EPS que défend le SNEP va commencer à s'argumenter, à se construire et à prendre de l'épaisseur. Donc on va essayer de voir, moi ce qui m'intéressait de discuter avec vous, c'est de voir finalement qu'est-ce que c'est cette histoire de culturalisme. Ça s'appelle comme ça s'appelait pas comme ça il y a 20 ans. Donc dans les fondements théoriques de l'approche culturelle, on a 3 auteurs majeurs qui vont être des références systématiques de la réflexion pédagogique du SNEP. C'est Leontief, d'abord, qui dit « La pensée et le savoir d'une génération forment à partir de l'appropriation des résultats de l'activité cognitive des générations précédentes », d'où on a l'idée que finalement, la pensée, le savoir, les connaissances se construisent sur l'existence, ce qui s'est sédimenté au fur et à mesure des générations et des générations, et qui fait que finalement l'élévation de l'homme se produit sur le socle et la transformation, l'élévation de ce qui s'est produit avant. Et donc, c'était déjà théorisé dans le plan Langevin-Vallon, autour de l'idée qu'à l'école, on allait enseigner la société. En gros, c'est cet élément-là, c'est-à-dire faire en sorte que l'école ne soit plus cette espèce de truc fermé où les choses n'ont de valeur que dans l'école, par l'école, pour l'école, mais qu'il y ait un lien avec la société de manière à ce que chacun et toutes puissent accéder à ces savoirs-là. La deuxième référence, c'est Vygotsky, qui reprend un peu les mêmes choses et qui rompt avec les aspects biologiques, les dons, et qui dit que finalement il y a un double travail pour pouvoir faire en sorte que les nouvelles générations s'approprient la culture sédimentée et la dépassent. Il y a un travail de transmission de l'adulte, et donc la nécessité d'avoir des enseignants, et l'appropriation de la part du jeune enfant, ce qui pose aussi la posture du SNEP, qui revendique aussi le fait qu'il faille des enseignants de PS pour faire en sorte que les jeunes puissent s'approprier ces éléments de la culture et se les approprier de manière critique pour pouvoir les dépasser. Chose dont on voit bien que les mouvements libéraux auraient tendance à dire qu'il suffit
de faire pratiquer dans n'importe quel cadre pour que chacun puisse s'approprier les éléments. La troisième référence théorique, c'est Brunner, qui revient un peu sur ces éléments, mais en gros, je lis un peu, mais non seulement nous prenons part à l'esprit d'autrui, mais nous avons une manière super organique de conserver les savoirs accumulés dans le passé. Il semble que nous institutionnalisons le savoir dans le folklore, les mythes, les archives historiques, dans les bibliothèques, dans les constitutions, dans les disques durs des ordinateurs, dans les pratiques corporelles, ça c'est moi qui le rajoute. Mais finalement, tandis que l'esprit humain crée la culture donne forme à l'esprit. Évidemment, c'est donc ça les bases théoriques de l'approche culturelle. En aucun cas, ce ne sont les critiques de ce qui a pu être émis. En gros, les critiques, c'est vous êtes des culturalistes, donc le handball, c'est nécessairement à 7 contre 7, il faut siffler tous les marchés, etc. etc. Voilà, c'est-à-dire qu'une configuration à un état. Alors qu'on va le voir du point de vue de l'approche philosophique qui a organisé le travail de Méran, c'est-à-dire le matérialisme dialectique, les choses ne sont jamais finies. Et donc déjà, on ne peut pas, du point de vue des façons de penser, on ne peut pas imaginer qu'un produit soit réalisable en l'état pour l'état qu'il a à ce moment-là, parce que ce n'est qu'un état provisoire. Et que donc l'enjeu, c'est de contribuer dans l'enseignement qu'on produit à faire en sorte que nos élèves soient en dynamique de transformation, et donc de transformation, y compris des activités auxquelles ils ont accès. Donc c'est un mouvement, et donc toutes ces critiques qui visent à ramener à un passé, finalement, on serait des nostalgiques de l'activité sportive olympique, ça n'a pas de sens du point de vue des références théoriques. Alors du point de vue de l'éducation culturaliste, on voit, je vous l'ai dit, le premier principe c'est il faut enseigner la société à l'école. Le deuxième principe qui est issu de ces éléments théoriques, c'est acquérir les éléments de la culture pour pouvoir se développer. Le troisième principe dans notre domaine, c'est le sport comme objet et moyen de l'éducation physique. Et le quatrième principe, c'est du spécifique au général. Et dans une éducation physique qui se dit réaliste et antiformaliste. Là, on est déjà sur un point de vue philosophique entre la philosophie métaphysique ou idéaliste et la philosophie matérialiste. C'est-à-dire qu'en gros, la philosophie métaphysique qui est d'ailleurs en partie encore largement partagée dans nos sociétés, vise à établir les choses comme un fait avéré et l'état d'un aboutissement. Et donné, finalement, si on va chercher, si c'est un état, c'est donné par quelqu'un. Et ce quelqu'un, très souvent, comme on n'a pas les éléments scientifiques au moment où cette philosophie naît, c'est nécessairement Dieu qui crée les choses en l'état, pour l'état, de manière infinie. Alors c'est mis en cause par l'évolution des sciences, et c'est l'évolution des sciences qui fait naître le matérialisme en termes de mouvement, de transformation des choses. Donc ça, c'est par rapport au formalisme, c'est-à-dire à une éducation physique qui viserait à identifier des formes corporelles nécessairement à produire, des développements propres à l'individu qui relèvent de son substrat biologique, etc. C'est-à-dire on est sur cet état alors que l'entrée matérialiste va voir les choses dans leur mouvement. On peut faire des transpositions rapides sur les travaux de Méran, par exemple, où avant qu'il mette son nez là-dedans, le basket, et puis on a un collègue là, qui a beaucoup travaillé sur cette question à Bordeaux, qui est Éric Claverie, le basket était enseigné, c'était le ripopo, c'est-à-dire qu'on apprenait à des circulations de balles pour les attaquants, des postures pour les défenseurs, et donc il fallait bien jouer tel que ça pouvait être pensé. On a l'idée, et l'idée se met en œuvre du point de vue de l'action et sur des éléments qui sont prédéterminés. Méran, le regard qu'il porte avec une évolution philosophique qui est passée par la phénoménologie, Bergson, et puis après Marx, évidemment, en termes de matérialisme didactique, voit les jeux collectifs notamment, et le basket, puisque c'est son domaine de prédilection, comme un objet en mouvement, c'est-à-dire qu'il voit une unité de contraire entre les gens qui s'opposent, et à l'intérieur même des actions, des unités de contraire. Quand je défends, je suis aussi en train d'attaquer quand j'essaye de récupérer la balle, et quand j'attaque, je suis aussi en train de défendre parce que j'essaye de conserver le ballon, etc. Donc il y a toute cette vision-là qui est portée sur le jeu lui-même, et finalement,
ce jeu lui-même, en portant ce regard, va modifier considérablement les façons d'apprendre. Du moins, c'est ce que souhaitait Méran, avec des succès mitigés à ce moment-là, parce que manifestement, le niveau de formation des collègues ne permettait pas de s'approprier, d'où l'intérêt de faire les stages derrière, mais tout le monde n'a pas eu la possibilité de faire les stages Maurice Baquet. J'ai dû faire les derniers, je crois, un truc comme ça. Donc je voulais revenir là-dessus. Donc matérialisme, on a vu un petit peu ce que ça pouvait être. Donc ça s'oppose au dualisme, nécessairement. Et donc une EP qui était relativement dualiste, y compris sur les visions médicales prônées jusqu'à un moment, voire psychomotricité par le Boulge derrière, qui, malgré l'association des deux termes, à partir du moment où il les pose en termes de relation de l'un à l'autre, et pas comme entité de l'homme unique, tel que a pu la définir la phénoménologie et le matérialisme dialectique derrière. Ce qui est intéressant à les regarder aussi, c'est les lois de la dialectique, pour comprendre un petit peu, y compris dans le langage qu'on utilise encore aujourd'hui en éducation physique, comment ça a marqué. La première, on l'a dit, c'est le changement, c'est-à-dire que rien ne reste où il est, rien ne demeure tel qu'il est. Le mouvement dialectique contient en lui-même le processus, c'est-à-dire c'est appelé autodynamisme par Engels, qui était essentiel au développement des sociétés, des matières, des personnes, etc. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont propres à la matière, qui lui permettent de se transformer et d'évoluer. Alors avec des rythmes différents, mais les sciences apportent moult arguments sur cette position-là. La deuxième loi, c'est que les choses n'évoluent pas selon un processus circulaire, c'est-à-dire qu'on ne revient jamais au point de départ. L'idée, et on le retrouve dans les données sur des progressions spiralaires, par exemple, telles que ça peut être employé dans le langage de la didactique aujourd'hui, autour de cette question où finalement les éléments progressent, puis il y a un saut qualitatif qui va permettre un dépassement de la contradiction à laquelle on est confronté et qui permet progressivement d'avoir cette progression qui s'appelle spiralaire. C'est issu directement de la philosophie du matérialisme dialectique. La troisième loi, c'est la contradiction, c'est-à-dire pourquoi les choses changent et pourquoi il y aurait un autodynamisme de transformation, c'est parce que chaque chose contient en elle-même ses contradictions. Et que donc l'enjeu, ces contradictions, on cherche à les dépasser, et c'est le dépassement des contradictions qui provoque le saut qualitatif et le développement spiralaire. On a, ne serait-ce que dans une citation de Paul Goiran dans la revue Spirale, l'enjeu pour le PS, pour lui à ce moment-là, c'est confronter un individu à une activité physique et sportive, c'est d'abord lui faire vivre là où les contradictions essentielles comme problème à résoudre dans les conditions particulières de pratique. C'est-à-dire qu'on a la transcription directe de cette contradiction auquel on confronte tout pratiquant, et c'est la levée de cette contradiction qui va permettre de dépasser le problème. On a la transformation de la quantité en qualité, c'est aussi l'idée qu'à un moment donné, il y a des éléments, et c'est repris par Bachelard ou autre, des sauts qualitatifs dans le progrès, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur quelque chose de linéaire, il y a des moments où il y a des fractures et des accélérations. On voit bien que cette loi, nourrie par Engels et Marx, en viennent à justifier les éléments de révolution, parce que sinon on serait sur un processus continu d'amélioration de nos sociétés, et donc le processus révolutionnaire y perdrait. Je me suis amusé à reprendre une diapo que j'ai en formation en sport co avec les professeurs des écoles, mais qui reprend ces éléments-là de l'approche de Méran, à savoir, on est face à une unité contradictoire, une attaque, une défense, et on attaque en fonction de la défense, et on défend en fonction de l'attaque, et on ne défend pas ou on n'attaque pas en fonction d'un projet stratégique déjà préétabli et immuable. Alors on sait bien qu'il y a encore des entraîneurs aujourd'hui qui fonctionnent sur ce modèle-là dans le modèle sportif. Quand on voit des 3 contre 1 en rugby qui ne sont pas exploités parce qu'on a décidé qu'il fallait aller dans l'espace devant et aller au combat nécessairement, on se rend bien compte que ça suppose, du point de vue de la formation du joueur, des éléments très importants du point de vue de la connaissance du jeu, la capacité à prendre des informations sur ce qui se passe, à la vitesse même du jeu. Donc on est sur des problèmes qui sont d'une difficulté très importante pour les pratiquants. D'où l'ambition qu'on peut avoir de former progressivement nos élèves à ça, et non pas appliquer telle ou telle recette pour être forcément meilleur à un moment donné.
Donc il y a ces éléments en termes de développement et puis de regard critique à porter sur ce qui se passe et comment on analyse notre propre action en fonction de l'action des autres. C'est là qu'on a commencé à aller filmer les équipes adverses pour pouvoir s'entraîner nous-mêmes, etc. Donc il y a des retombées de ce modèle-là sur plein d'aspects. On va revenir un peu sur le PS du SNEP, hein, mais en gros je pense, enfin je sais pas que je pense, mais c'est réaffirmé tout le temps, l'unité, enfin les ressources théoriques qui fondent le courant culturaliste en éducation physique, il s'appuie sur ces éléments-là. Et il se développe à partir, en fonction de la réalité, bien sûr. Et ça va donner en 1996, je me suis arrêté tout à l'heure, je ne vais pas aller plus loin, mais à ce congrès, sur ce pacte social, on a, voilà, on a un contrat social censé passer avec la profession, du moins c'est ce que la majorité des adhérents du SNEP votent à ce moment-là, qui est doté, avec une EPS développée, le système éducatif d'une voie originale de réussite scolaire, culturelle et humaine, et contribuer ainsi à changer l'école. C'est-à-dire que la position est de dire il faut qu'on ait une EPS forte, développée, mais que cette EPS développée, elle va nécessairement bousculer les codes de l'école, et que l'école telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une réponse aux enjeux néolibéraux puis néolibéraux qui se perpétuent, et que donc l'éducation physique qu'on développe, elle doit être un élément de rupture avec ce système-là. Ensuite, deuxième enjeu, c'est agir directement et indirectement pour l'existence d'un sport humaniste et émancipateur. Donc là aussi, ne pas être béat devant l'activité sportive de haut niveau, mais être capable de la critiquer et d'en voir tous les phénomènes qui ne seraient pas de l'ordre de l'humanisme ou de l'émancipation, pour le développement de tous et de toutes, d'une culture corporelle non sélective, bannissant toute exclusion. Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, qui revient un peu à la charte d'Amiens, c'est intervenir plus largement comme militants culturels et sociaux du XXIe siècle, attentifs à la construction dans notre pays d'une alternative citoyenne. Le pari que fait le SNEP à ce moment-là, c'est en gros de se dire, potentiellement, chaque enseignant de PS est porteur de ces éléments-là. À partir du moment où il défend l'éducation physique, qu'il en améliore la qualité, qu'il développe la nécessité de confronter les élèves à des pratiques émancipatrices, alors il est partie prenante de ce contrat. Alors, est-ce que c'est véritablement partagé par tous ? Après, on a quelques éléments. Alors, c'est vrai qu'en taux de syndicalisation, on s'est affaibli depuis les années 60, où on syndiquait à 95% la profession. Aujourd'hui, on doit être à 30% à peu près, je pense. On vit dans un monde particulier aussi, hein, il y a une relation au syndicat, mais on a encore une aura très importante du point de vue des résultats aux élections professionnelles. Donc on peut se dire que grosso modo, alors est-ce que c'est pour ça ou pour sa mutation, tout est légitime, hein. L'idée, c'est de faire partager ces éléments, c'est aussi l'intérêt que j'ai à parler avec vous aujourd'hui. Pour ça, le SNEP a développé une activité incessante depuis moult années, et notamment ce qui a été déclencheur, c'est la satisfaction de la revendication de l'intégration à l'éducation nationale en 81 et ce qui s'en est passé derrière, c'est-à-dire finalement le fait que comme on était les rois du pétrole, en gros, quand on était à la jeunesse et sport du point de vue de la formation, on faisait ce qu'on voulait, on a essayé de continuer à faire ce qu'on voulait au ministère de l'Éducation nationale, et on a vu que c'était pas si simple, et que la mise en place des MAFPEN, notamment, ont détruit totalement notre système de formation continue, avec ce que l'on sait aujourd'hui des formations continues développées par la MAFPEN. Et si vous êtes aussi nombreux ici, c'est peut-être un signe aussi des déficiences du système dans ce sens-là. Donc bon, j'ai mis quelques ouvrages là, produits sur l'évaluation, ça venait juste après la réforme du bac où on se commençait à se cogiter pour ne pas évaluer uniquement avec notre chronomètre et notre décamètre, avec des questions qui se posaient, et des questions redoutables. Moi je sais que j'ai commencé à être prof en 1981, ça m'a posé beaucoup de questions de pouvoir évaluer une maîtrise indépendamment de la performance qui était produite, quoi. Pour moi, on ne pouvait pas avoir une bonne performance si on n'avait pas une bonne maîtrise. Et la maîtrise en soi, elle n'était pas canonique, elle était celle qui permettait d'obtenir la performance. Donc il y avait tout un tas de questions qui se passaient à ce moment-là et qui perturbaient, qui ont alimenté les débats et qui ont aidé à produire avec des colloques qui ont réuni des centaines et des centaines de collègues autour de la construction.
Ça a débouché, moi je vous invite à le lire si ce n'est pas fait, mais ce contre-pied là sur EPS et culturalisme, qui rassemble beaucoup de choses autour justement de ce dont on vient de parler, et qui fait le point, et qui montre finalement que l'enjeu des références, qu'est-ce qu'on enseigne, se limite pas aux activités sportives olympiques, mais que toutes les activités qui font culture dans le domaine des activités physiques sont potentiellement des éléments de culture à faire s'approprier par nos élèves du point de vue de leur connaissance pratique et de leur dépassement. Donc on est vraiment dans il y a la moitié du contre-pied est consacrée aux arts notamment. Je vais poursuivre. Voilà. Alors voilà, où en est-on aujourd'hui? Le PS de demain, on était questionné, là il y a eu les assises nationales de l'éducation physique ce week-end, et donc on était questionné sur ce que le SNEP, vous pensez quoi de l'éducation physique de demain? Donc les réponses qui sont produites, et j'ai en partie pompé sur l'article de Bruno Cremonesi, mais en gros, parler de l'EPS de demain revient, selon nous, à expliquer ce que l'on souhaite en fonction de la société dans laquelle nous souhaiterions vivre. La fonction de l'école est alors centrale. C'est-à-dire que systématiquement est remis en place le fait que l'éducation physique que l'on souhaite, eh bien, elle est partie prenante d'un changement social. Le bilan qu'on peut faire de ce dernier quinquennat, mais on pourrait aller un peu plus loin, c'est finalement, pour l'école, un projet qui est porté par la frange de la population la plus aisée, avec la réduction des services publics de manière à ce que le partage des richesses se fasse au bénéfice de ceux qui engrangent toujours plus de capitaux, l'adaptation aux besoins des entreprises du point de vue du système de formation, tout le discours sur les compétences, alors on peut le partager ou pas, mais le débat compétences-connaissances, par exemple, au bénéfice de compétences à produire qui seraient directement exploitables par le service de production, c'est quelque chose qui est promu par une société pour un enjeu. L'école, ça doit d'abord servir à faire en sorte que les bénéfices soient de plus en plus importants. Alors on nous rabat l'idée que ces bons chefs d'entreprise nous donnent du travail, comme s'ils donnaient l'aumône, mais finalement leurs bénéfices, ils sont notre travail. L'entretien et le développement des inégalités par ce biais, puis on s'aperçoit que dans une société qui a tendance à érupter de temps en temps, eh bien on est face à une restriction des libertés, liberté liée à tout un tas de choses, mais ne serait-ce que sur l'autofonctionnement, enfin l'autocontrôle ou le contrôle collectif de nos carrières. La suppression des commissions paritaires, par exemple, au niveau académique national, est un élément de suppression de liberté, parce qu'il donne le pouvoir, je dirais, sans contrôle, à des gens qui sont indépendants de la profession, qui n'en connaissent rien et sur lesquels ils n'ont pas de retour, avec des éléments que nous arrivions à faire prendre en compte à ce moment-là. Donc on est bien dans cette situation. Pour le SNEP, il y a une liaison organique entre un projet de société et son école, et donc le PS. Alors, là, ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais notamment sur un stage où on est sur musculation au poids, yoga et STEP. C'est une des évolutions de l'EPS dans ces dernières années. La question qu'on se pose, c'est quelles valeurs sont sous-tendues par ces pratiques-là? Qu'est-ce qu'on y enseigne? Et finalement, est-ce que les valeurs ne sont pas celles des classes moyennes ou des classes moyennes supérieures? C'est-à-dire finalement, ce qui est promu notamment, alors au-delà des pratiques, mais ce qui est promu notamment dans tout ce qui est appelé CMS et AFL aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas des règles comportementales qui doivent être transmises au-delà même de la connaissance intime des pratiques pour pouvoir s'en saisir et les transformer de manière à se conformer au projet de société et au vivre ensemble comme enjeu fondamental de Blanquer dans ces diverses réformes. Un indice sur la Commission nationale d'évaluation de 2019, les écarts entre les résultats obtenus en voie générale, technologique et professionnelle se creusent. Et sur le terrain de l'EPS, l'accent mis sur la CPE5 qui est devenue CA5 profite aux meilleurs élèves scolaires, c'est-à-dire qui répondent et qui cochent toutes les cases du point de vue de cette adaptation au système derrière. Alors, la posture qu'on a au SNEP et c'est ce courant culturaliste
a subi des critiques incessantes, et puis c'est bien parce que ça fait débat, mais c'est toujours la photosport, en gros. Si l'éducation physique connaît des échecs, si nos élèves sont en échec, c'est la photosport. Ce qu'on peut dire, c'est un peu curieux que jamais, à aucun moment, ceux qui font cette critique-là ne prennent en compte l'évolution sociale dans laquelle on vit, les orientations scolaires, vers où on veut nous mener, comme un possible état de l'évolution des échecs connus. Et s'en remettre c'est la référence sportive qui serait la responsable, cette référence-là, qui serait responsable de l'échec. En gros, c'est aussi le discours tenu par les corps d'inspection et l'inspection générale pendant tout un moment. Alors ça a été très divers pendant un temps, et puis là on a une homogénéisation de la vision développée de l'éducation physique qui a tendance à prendre de la distance de plus en plus vis-à-vis des pratiques sociales. Pour le SNEP, l'éducation c'est un projet social, je l'ai dit tout à l'heure, qui doit relier le passé et l'avenir dans l'action présente. On est bien là dans les éléments culturalistes et matérialistes. Le passé, avec la culture sportive et artistique, comme outillage polytechnique sophistiqué, à la fois universel et diversifié, dont chacune doit s'approprier les éléments essentiels. Ça, c'est l'élément qu'on tient. Puis c'est aussi une certaine idée de l'avenir dans lequel tout le monde aurait droit à des jeux physiques, sportifs et artistiques de qualité, non régis par l'argent, soucieux de l'environnement et des autres. Ces jeux sont dans ce sens des terrains d'expérimentation de ses propres capacités. Pourquoi les hommes, finalement, se confrontent à l'activité physique? Pourquoi ils font des jeux physiques? Quel est le sens qu'ils y donnent, sinon se développer eux-mêmes? C'est-à-dire se poser des problèmes auxquels ils vont tenter de construire des réponses et se développer. Le problème, c'est que ce développement-là, il n'est pas totalement verrouillé par le système qui doit fournir des profits et de la rentabilité. Alors, certes, ils ont bien progressé, et Decathlon, qui continue à vendre à Moscou, en est un des éléments, mais il y a une marchandisation, évidemment, des pratiques physiques. Le tout, c'est qu'on soit assez lucide, nous, pour savoir de quoi on parle et à quoi on ouvre la possibilité de développement à tous nos élèves. Et cette liaison passé-avenir se fait par et dans l'action présente, où l'EPS propose à chacun et chacune, ici et maintenant, de jouer à se développer en puisant dans cette culture en constante évolution. En gros, c'est le sens de l'ensemble des propositions qu'on est amené à faire. Alors, pour nous, l'éducation physique, peut-être que c'est partagé, mais l'EPS, c'est l'étude des APSA. Alors pourquoi l'étude? Parce que c'est la fonction de l'école. La fonction de l'école, c'est d'étudier. On y va pour étudier. Et donc, ce qui correspond à notre champ, c'est l'étude des APSA. Pourquoi les mathématiques, l'ensemble des disciplines scolaires auraient une référence culturelle pour asseoir leur enseignement et les savoirs, et que nous, on n'en aurait pas? Nous, il faudrait qu'on fabrique de la pratique physique scolaire qui n'aurait de sens qu'à l'école, par l'école, pour l'école. Ou que l'on s'adresserait uniquement au substrat biologique des individus pour leur développement. Quelle discipline on serait? Moi, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, vous savez, il y a un moment, la normalité définie par les médecins, c'était ça, la posture normale. Voilà. Donc, qui définit cette normalité du point de vue corporel? Ça n'a pas de sens. Mélanger l'objet et le sujet, c'est la rencontre de l'un et de l'autre qui fait qu'on se développe et qu'on se cultive et qu'on progresse. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que jusqu'à récemment, l'EPS était une discipline qui imposait aux élèves une activité technique corporelle complexe, permettant de se doter de pouvoirs importants dans lesquels pouvaient réussir celles et ceux qui pourtant étaient en délicatesse avec la forme scolaire. C'est aussi, je reviens là-dessus, pourquoi tenter de détruire cette logique-là au profit des CMS, des AFL, j'en ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on soit à la promotion d'une activité technique. Notre substrat, c'est une activité technique de l'élève. Pas la technique comme chose à réaliser en tant que réification de la technique, mais comme une solution de l'homme construite au regard des problèmes auxquels il est confronté. Solutions qui sont évolutives et qui sont nécessairement repersonnalisées par celui qui la met en œuvre, puisque le problème qui lui est posé d'un point de vue corporel dépend de sa propre personne. Donc on est bien dans cette idée-là de développer cette culture technique et cette éducation technologique en lien avec un certain nombre de disciplines à l'école d'ailleurs. Le problème, c'est rompre avec un système qui n'en voit pas l'intérêt
et qui, progressivement, au regard de la massification et de l'augmentation de l'échec scolaire, a fait le choix de réorienter l'école, non plus vers l'acquisition de savoir, mais le développement de compétences, alors nous on les appelle méthodologiques et sociales, mais d'enjeux comportementaux qui soient compatibles avec le système productif dans lequel nos jeunes devront entrer. Et on est là-dessus sur un débat très fort, notamment avec l'inspection générale, où il y a des désaccords là qui sont de plus en plus criants et qui arrivent à certains paroxysmes de temps en temps. Ce que dit Bruno dans son courrier aux Assises nationales de l'EPS, c'est en gros l'EPS de demain, ça doit être celle d'hier, voire d'aujourd'hui, mais en mieux. Il nous faut revenir à notre structure fondamentale de la discipline pour développer un prof, une classe, une APSA, une durée d'apprentissage, je dirais une installation pour le faire, dans le cadre institutionnel avec les valeurs qu'il véhicule. C'est ça être prof d'EPS, de notre point de vue. Aujourd'hui, la norme culturelle scolaire est celle des classes moyennes supérieures. Toutes les recherches le montrent, les équipes de recherche ESCOL notamment, et l'EPS qui a pu y échapper une période, a ces dernières années suivi la recherche de cette norme. Il faut repenser à ce que devrait être une école populaire, au bon sens du terme, c'est-à-dire pour toutes et tous. Voilà, je vous remercie de votre attention.